Ça va, Manon? Ça va, Gaël? Passé une bonne soirée hier? Ouais, j'étais au repas speaker, c'était trop bien. C'est vrai, c'était cool? Ouais, on a super bien mangé et tout. Après, j'étais crevée, j'ai rien fait après. C'est vrai? Tu sais, moi, quand je suis rentré hier soir, j'ai développé le truc dont on a parlé, là, tu sais, la bibliothèque pour gérer les jeux vidéo et tout ça, là. T'as fait ça hier soir? Ouais, j'ai fait ça hier soir en rentrant chez moi, ouais. T'es sérieux? Ouais, ouais, ouais. Tu veux que peux je me te montrer? Bien sûr, ouais. Tiens, vas-y. Je suis Ok. super content de mon code, hein. Ça marche bien, il y a des tests et tout. T'as fait ça hier soir? Ouais, ouais, et ça marche, je t'assure que ça marche. La marche, il y a des tests, c'est très bien. T'avais bu un petit peu de punch? Un petit peu. Ok. J'ai suivi mes collègues, en fait, tu sais. Ok, alors c'est du Kotlin, tu sais que moi je suis pas dev Kotlin. Ouais. Ok. Alors déjà, franchement, bravo d'avoir fait tout ça. En plus, j'ai l'impression qu'il y a des tests. Ouais, tu peux les regarder, T'as il marche, tu vois. Donc c'est bon, c'est fini. Ok. Et donc tout est fait, tout est implémenté. Ouais. Waouh, ok. Si tu veux que moi je puisse contribuer, Ouais. tu vois, il faut que je puisse me retrouver un peu dedans. Et déjà, je ne fais pas beaucoup de Kotlin, mais peut-être, j'ai vu 2-3 trucs, si tu veux bien. Est-ce qu'on ne pourrait pas rendre le changement facile pour moi avant que je puisse faire quelque chose en plus dedans? Ouais, si tu veux, On ouais. pourrait peut-être Ouais, faire me ça. va. Ok. Est-ce que ça vous dit une petite session de refactoring? On va suivre 9 règles d'Object Calisthenics ensemble pour essayer de s'entraîner un petit peu, à faire un petit peu de programmation orientée à objet. Ça vous dit? Ouais? Ok. Alors c'est parti. Je suis accompagné aujourd'hui de Gaël Salin, qui est développeur et agiliste chez Shodo à Rennes avec moi. Il est très très bon en Kotlin, contrairement à moi. Il fait du Java, du React et du Craft. Et Gaël, il est aussi organisateur d'événements. C'est entre autres grâce à lui aujourd'hui que vous êtes là, puisqu'il est organisateur du Brest Camp, de l'Agile Tour Rennes, de Socrates et du Software Crafter. Donc je me sens un peu voilà, à ses côtés. Moi aussi, je me sens un peu à tes côtés parce que je suis à côté de la brillante Manon Carbonel, qui est développeuse intégratrice web, agiliste passionnée chez Shodo Rennes, qui met l'agilité, le TypeScript, le PHP, le mob. Elle anime le meetup MobProg FR. Et puis, Manon anime aussi le meetup CSS SCAD entre nous. Voilà. Vous savez tout sur nous. L'idée, pour donner un peu de contexte à ce qu'on va vous dire aujourd'hui, en fait, on va vous donner quelques qualités qui font que le code est de meilleure qualité ou fonctionne mieux, ou qu'on peut en tout cas mieux l'appréhender et mieux le comprendre. On va se baser en fait sur quelques principes qui sont donnés par Alan Shalloway. Alors Alan Shalloway, c'est quelqu'un qui a écrit des livres de référence sur les design patterns. Lui, en gros, ce qu'il explique, c'est des qualités importantes pour le code. C'est les propriétés que vous voyez ici, que vous connaissez sans doute déjà toutes et tous. La cohésion, le couplage faible, le fait qu'il n'y ait pas de redondance dans le code, respecter l'encapsulation, c'est hyper important pour la programmation orientée objet. La testabilité, bien appuyé dessus aussi, la lisibilité, et puis enfin le focus sur ce qu'on est en train de faire, et dans les différentes méthodes et les différentes classes. Donc l'idée, c'est si on veut en tirer des concepts fondamentaux d'un bon design, ce qu'on peut mettre en face, c'est en gros qu'une classe doit faire une seule chose et elle doit le faire bien. L'idée, c'est que ce soit facile de maintenir et puis de changer les briques à l'intérieur du code. Au niveau de la redondance, on peut parler des patterns dry et wet. Je ne sais pas si Manon, tu veux nous en dire plus? Oui, vous avez peut-être déjà entendu parler de ces patterns-là. Le pattern dry, c'est don't repeat yourself. L'intérêt, c'est de ne pas avoir de duplication de code un peu partout. Le problème de ce pattern-là, c'est que des fois, on va tendance à rendre le code générique très vite, trop vite, tout de suite, et avoir du couplage un peu partout. Alors qu'il vaut mieux écrire les choses 2 fois. C'est ça le pattern wet avant de faire du code générique. Voilà, tout simplement. Merci Manon. Et donc l'idée, c'est de respecter l'encapsulation, de sécuriser notre code avec des gens des tests qui permettent d'être sûr qu'on est en train de faire ce qu'on doit faire et pas autre chose et qu'on est vraiment concentré dessus. Ça permet de savoir où est-ce qu'on concentre son énergie. Puis ça permet aussi, au bout du compte, d'aller plus vite quand on veut développer parce qu'on sait exactement ce qu'on est en train de faire. Alors, il y avait 2-3 trucs que tu voulais améliorer. Je te laisse me dire un peu ce que tu aurais voulu faire. Hop. Donc j'avais vu un truc tout à l'heure. Où il est là, ouais, voilà. Là, par exemple, tu vois, je trouvais, même sans lire de Kotlin en soi, il y a pas mal de niveaux d'indentation. Tu vois ce que je veux dire? Oui, le if, for, if, tout ça là. Peut-être qu'on pourrait extraire un petit peu le code qui est par là, dans le for, déjà, et boucler après sur nos éléments. Ton objectif, c'est de faire quoi alors en fait dans tout ça? En fait, moi, j'aimerais bien vraiment extraire les choses. Extraire les choses. Pour moi, la fonction, elle a fait trop de trucs. Ok. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, ok. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre tout au fond du code ici. On va prendre ça, et puis on va l'extraire dans une fonction.
qu'on va appeler, je sais pas moi, retrieve recommendation par exemple. Ouais, ça me paraît pas mal comme nom. Un peu aussi. comme ça, c'est ça ici. Ok, tu me disais que tu veux diminuer le nombre de niveaux d'indentation. On a un for ici. Moi, j'aime pas trop le for en fait. Je sais pas, parce que moi, ça fait des années en fait que j'ai pas fait de for. Vraiment des années, vraiment. Donc quand je tombe sur du for dans du code, je comprends plus trop ce que ça fait. Je suis obligé de réfléchir. Je préfère effectivement utiliser un for each, voilà, comme ça ici. Déjà, on a bien réduit le niveau d'indentation. Il y a un autre truc qu'on pourrait faire ici finalement, c'est que pour virer ce truc-là, on pourrait considérer qu'ici on a un set finalement et pas une liste, ce qui fait que ça. Alors, ouais, On n'a plus besoin de notre condition après. Exactement, ça, on peut le transformer en toList. Ici, ça veut dire qu'on a table set, ici, là, voilà, ça marche. Et ça veut dire qu'ici, finalement, le if, on l'a enlevé. Donc, on n'a plus qu'un seul niveau d'indentation. Et après, tout ça, ça ne sert plus non plus, puisque finalement, comme c'est un set, on peut les enlever. Bon. Je n'ai pas tout déroulé, tu vois l'idée. Je pense qu'en enlevant les if ici, on les a enlevés au-dessus. En fait, on doit avoir un truc où à terme, on n'aurait plus qu'un seul niveau d'indentation, finalement. Ça correspond plus à la vision que tu avais du code, là? Ouais. Vous en pensez quoi? C'est plus lisible, non? Moi, je me sens un peu mieux, là, déjà. On va vous montrer ce que ça donne à la fin, finalement. On va accélérer un peu le temps. C'était Recommend Game for Users. On en est ici, voilà. Et donc, au final, on tient un truc comme ça, pour terminer. C'est cool, Kotlin. Ouais, ça marche bien. Tu veux nous rappeler un peu ce qu'on a fait là? Ouais. Quand on a pas mal de niveaux d'indentation, c'est que notre méthode, elle fait plus d'une chose. Elle fait même trop de choses. Souvent, c'est qu'on a un problème de cohésion. On veut un peu tout centrer, on n'a pas passé le temps à peut-être bien nommer, bien redécouper. Le fait de corriger ce niveau d'indentation, c'est qu'on va avoir les fonctions qui font une seule chose. Elles vont le faire bien. Et au moins, quand j'arrive dans du code et que je ne maîtrise peut-être pas le langage, là c'est mon cas aujourd'hui, en fait c'est beaucoup plus facile de savoir pour moi avec un bon nom ce que ça fait, c'est plus court, j'ai une charge cognitive qui est allégée et je me sens mieux. Et on retrouve en bas, pour chacune de ces règles, les code qualities d'Alan Shalloway qu'on a vu tout à l'heure, la cohésion, la testabilité et surtout la lisibilité dans mon cas. Lorsque vous travaillez avec des méthodes qui font une chose uniquement, exprimées dans des classes faisant une chose uniquement, alors effectivement là votre code, par essence, il commence à changer. C'est ce que dit Jeff Bay. Des fois, c'est de petites choses qui amènent des gros changements. Donc on est parti de ça, si vous vous souvenez tout à l'heure, là, l'exemple de code ici avec un gros pâté avec des if dans tous les sens et tout ça, qui marche mais qui est difficilement maintenable, difficilement lisible. L'idée quand on voit ça, c'est un peu de dire ça un peu de haut niveau et se rendre compte très vite qu'on a plein de niveaux d'indentation et que ça ne marche pas, sans même rentrer dans le détail. J'aime bien faire ça quand je commence à lire du code. Et en fait, au final, on atterrit sur ce code-là, qui fait exactement la même chose et qui est beaucoup plus explicite et beaucoup plus clair. Il y avait d'autres trucs qui te grattaient un peu dans le code, là? Ouais. J'ai l'impression qu'il y avait plein de choses qui ne te plaisaient pas, Manon. Je suis un peu maniaque des fois. Un peu? Ok. Là, par exemple, voilà. Là, tu vois, il y a beaucoup de if-else. Moi, j'aime pas faire des else. J'aime bien faire du early return. Tu vois, quand tu retournes vite les cas, et ça t'évite de faire trop de conditions. Tu sors tous tes cas limites au début, et à la fin, il te reste ton cas classique avec tout ton déroulé métier. Ah, ok. Et puis ça, c'est des exceptions, donc on pourrait sortir directement. Ouais, d'accord, ok. Donc ce que tu veux dire, c'est qu'on va sortir de l'algo très vite avant de traiter le cas nominal et quelque chose comme ça, en fait. C'est ça. On pourrait même envisager plus tard d'avoir des exceptions particulières et pas juste une chaîne de caractères à l'intérieur, mais des types d'exceptions différents. Ouais, ok, je vois l'idée. Mais bon, ça c'est plus tard peut-être. Donc ce que je vais faire ici, moi j'adore ce truc de mon idée, c'est d'inverser les if. Je ne sais pas si vous faites ça des fois. Des fois il y a des doubles négations, des choses comme ça. Moi j'y comprends rien. Quand il y a un autre truc, je ne comprends pas. J'ai beau le relire 20 fois, je n'y arrive pas. Donc j'adore utiliser ce système-là. Donc on va faire ça ici. On va s'amuser à inverser toutes les conditions, parce qu'en fait à chaque fois c'est le else qui retombe sur le throw. C'est ce qu'on va faire là. On va tout inverter là, ici, on inverse ici, on inverse là. Voilà. Et en plus, comme on a un if qui nous balance un throw, ça veut dire que de toute façon l'exécution est coupée. Et dans ces cas-là, en fait, on peut carrément enlever le else ici. On peut l'enlever ici aussi. Voilà, là aussi. Vous voyez où je veux en venir. Hein. Et comme ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, Manon. C'est-à-dire qu'on a traité tous nos cas aux limites pour commencer. On se prend un maximum de choses. Et à la fin, seulement, donc là, on est dans la méthode qui permet de rajouter un jeu dans notre librairie de jeu, enfin notre bibliothèque de jeu. Et au bout du compte, on a traité tous les cas ici. Ça veut dire qu'ici, quand j'ai ça, moi, généralement, ce que j'aime bien faire, si tu veux bien, c'est aller extraire une méthode, en fait, et donner du sens à ça. Donc, en fait, on va extraire une fonction. Merde, on pourrait faire un truc qui valide ou... Ouais, c'est ça, on va faire un check game rules, par exemple, un truc comme ça. Est-ce que ça revient à ça? Ouais.
Est-ce que nos tests marchent toujours? C'est la grande question. Eh bien, ça marche toujours. C'est quand même bien les tests. L'avantage, c'est qu'en fait, on a une méthode add game qui est beaucoup plus claire, qui nous dit on vérifie les règles, on l'ajoute, et après on fait un print, un log, on fait ce qu'on veut. Et si on veut vraiment voir ce qu'il y a dans les règles, on descend dans la méthode, on n'est pas obligé de le faire. Et du coup, en faisant ça, encore une fois, si on a plein de L, c'est que notre méthode fait plus d'une chose. Et on veut toujours revenir à quelque chose de plus atomique possible. On peut avoir des duplications aussi. Là, dans nos if, des fois, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi, je remets le même if à un autre endroit, je le revois dans le code et je ne sais plus, avec tous les parcours qu'il y a, est-ce qu'il y a plusieurs sous-cas qui s'imbriquent, et c'est illisible pour moi. Ça veut dire qu'en général, j'ai un problème de ce qu'on appelle la complexité cyclomatique. C'est le nombre de carrefours possibles dans une fonction, ou la complexité n-pass, qui est une autre type de complexité, et qui va là être le nombre total de chemins possibles de bout en bout dans votre fonction. Plus vous avez une complexité comme ça qui est grande, plus ça va être dur à refactorer, plus ça va être long à parcourir, et moins votre code va être performant, parce que vous devez lire un nombre d'instructions assez grand pour au final sortir et avoir votre cas qui aurait pu être évité dès le début. Là, on va avoir des gains sur la redondance, encore de la lisibilité, et puis du focus, puisqu'on fait une seule chose à la fois. Vas-y. Donc ça, c'est le code qu'on avait au début, toute une imbrication. Ça ressemble un peu à ce qu'on avait tout à l'heure aussi, beaucoup de niveaux d'indentation. On va combiner ça avec le fait qu'on veut remonter ça, les cas d'erreur ou les cas aux limites au-dessus, et on tombe sur ce code-là finalement. Check game rules, puis ensuite on l'implémente. Il y a 2-3 choses qu'on voulait dire, je crois, autour du else, un peu corrélé avec ça, c'est la question du polymorphisme. En fait, ici, en fait, c'est un truc qu'on retrouve assez fréquemment dans du code, que j'ai souvent vu dans des codebases, des choses comme ça, où en fait, on s'appuie sur un type, le genre, ou quelque chose d'un objet, sur un de ses attributs, et en fait, on fait des choses différentes ici. Là, par exemple, on a une méthode qui va nous calculer le range, le nombre de joueurs qu'on peut avoir dans un jeu. Donc, on voit bien que si c'est un platformer, c'est 1, si c'est un RPG, c'est un nombre différent, etc., etc. Vous voyez bien le principe, avec un else à la fin. Globalement, plutôt que d'avoir des conditions, des trucs comme ça, des if-else, ce genre de choses-là, en fait, la programmation objet vous permet de faire un truc qui s'appelle du polymorphisme, et ça, c'est cool. Et donc, en fait, l'idée, c'est plutôt de transformer ce morceau de code-là que vous avez ici, là, en quelque chose comme ça, où en fait, vous aurez typé un petit peu les différents jeux que vous avez, donc un platformer, un RPG, un tic-tac-toe, ce que vous voulez. Et en fait, chacun va vous renvoyer le range de player qui lui correspond. Ce qui fait que vous maintenez ça à l'intérieur de l'objet, et pas dans une espèce de grande condition when ou if, else imbriquée dans tous les sens. C'est beaucoup plus explicite. Et l'avantage, c'est que si vous avez un nouveau type à ajouter, en fait, vous vous contentez de le rajouter, et en fait, ça fonctionnera aussi. Est-ce que c'est à peu près clair, cette explication-là? Il y avait autre chose dont tu voulais nous parler, peut-être? Oui. Donc, alors juste sur cet exercice-là, si vous voulez essayer un petit peu de faire un kata sur le sujet là, du polymorphisme, vous pouvez utiliser le Parrot Refactoring Kata de Emily Bach, qui est très bien fait pour ça. Vous aurez le lien vers les slides à la fin, et vous aurez tous les liens. Voilà. Et puis juste, il y a un petit NB pour vous dire que souvent, le code qu'on vous présentera ne sera pas forcément idiomatique Kotlin. Si vous êtes expert Kotlin, il y a des trucs qui vous feront dresser les cheveux, mais c'est pour que tout le monde puisse comprendre le code. Voilà. Tu peux nous parler de ce pattern? Oui, moi j'aime pas trop utiliser une magic string ici, là, qui sort d'un peu de nulle part, et on peut continuer dans cette philosophie d'avoir un type, et on peut se dire qu'on peut avoir un type de prévu pour nos cas limites qui ne sont pas traités par notre programme. C'est ce qu'on appelle le null object pattern. Et ici on pourrait avoir un unknown game type qui dirait non, là j'ai une exception, j'ai pas de nombre de joueurs possible pour ce jeu-là, en fait, tout simplement. Et donc on vous invite vraiment à implémenter ce genre de... J'ai oublié d'ailleurs de montrer que ça a implémenté un game, mais on vous invite vraiment à utiliser ce pattern-là dans votre code aussi pour traiter vos cas limités. Pas juste avoir un else avec un truc un peu bancal. Considérez-le finalement comme un cas aussi de votre système. Prévoir les erreurs, ça peut être intéressant. Exactement, c'est ça. Il y avait autre chose? Yes. Alors, c'est dans l'autre... Est-ce que tu peux aller sur la classe du jeu? Ouais. Attends, je peux juste débrancher, j'aurais un truc que je voudrais couper en fait. Vas-y. Attends, je coupe juste 2 secondes ici. Attends, parce que j'ai des trucs ouverts, j'aurais bien les fermer si c'est possible. Merde, pardon, excusez-moi, j'ai pas dit de gros mots, c'est pas vrai. Quoi? Hein? C'est cuit, voilà. Ce sera coupé au montage. Ça donne ça de faire du Kotlin. Voilà, c'est ça, exactement. Ok. Ok, donc il y avait autre chose qui t'embêtait, vas-y. Oui. Mais... Attends, il faut que je le retrouve. Attends, il faut qu'on change de... Voilà, c'était... Attends, je suis pas ici, il faut juste que je...
hop, hop. On avait le code ici. Voilà. On en revient là, Game Library ici. Oui. C'était ici, là. Tu vois, tes listes, je ne sais pas, c'est des listes de quoi vraiment, en fait, quand je lis le code là comme ça. Je comprends avec le nom de la variable parce que tu l'as quand même nommé de manière claire. Ouais. Mais des mutable maps de chaînes de caractères, ça ne me parle pas trop. Je sais pas si tu as un truc à me proposer pour ça. Si, ici, c'est le nom du jeu ou c'est le nom du... Qu'est-ce que j'ai voulu mettre ici Est-ce que c'est les favoris pour une personne? Est-ce que c'est les favoris de tout le monde? Alors, je crois me souvenir que c'était pour une personne. Mais c'est vrai que du coup, comme je l'ai représenté là, en fait, on ne comprend pas forcément que c'est pour les personnes. Ouais. L'idée, ce que je te propose, si tu veux, dans ces cas-là, c'est qu'on introduise une classe qu'on va appeler user, par exemple. Est-ce que tu pensais à quelque chose comme ça plutôt que d'avoir un type primitif? Tout à fait. Ok, on va faire ça. Ouais, si tu veux. Ok, on va faire une data class Kotlin. On va lui passer je sais pas, son nom, par exemple. On va dire que c'est ça. Ouais. Ok. Si on revient ici, forcément, je ne lance même pas les tests parce qu'il y a des trucs qui ne compilent pas. Ok, ça veut dire qu'ici, dans le moment add user, ok. Ah, je suis obligé de transformer toutes mes méthodes, en fait. Les tests, ils vont échouer, je pense. Ah oui, je vais donc devoir créer un user ici. Ah, je crois que je commence à voir ce que tu as voulu me dire. Je peux me contenter de me balader des strings un peu partout, en fait. C'est ça l'idée? Ah, ok. Et du coup, si on en revient à ta question de tout à l'heure, j'ai introduit le user, mais ça veut dire que sans doute, il faut que je le mette aussi dans ma clé, en fait, là. C'est ça? Bon, il y a encore plein de trucs qui vont casser, évidemment. Qu'est-ce que ça nous dit ici? Ah bah oui, forcément, tout ça, ça ne marche plus. Et je suis obligé de changer tout mon code, en fait. Ok, ça a l'air pas mal. Non, il en reste un. Encore des tests ici, là. Sinon, on pourrait supprimer les tests, non? Je sais pas. Faut pas dire des trucs comme ça en conférence, Gaël. Il y a des gens qui nous écoutent et qui nous regardent. En plus, c'est enregistré. Il ne faut pas dire de gros mots. Il ne faut pas dire qu'on enlève les tests. C'est compliqué. Il faut rester drôlement concentré. C'est pas facile. Ok. On va être filmé en plus, la honte. C'est ça. J'enverrai pas le lien à mes enfants comme ça. Ils ne pourront pas dire ça. Ouais, les tests, ils passent. C'est bon. Tu as sauvé l'honneur, franchement. Ça va. Je m'en suis sorti. Ok. Et du coup, l'idée, c'est qu'on a introduit la notion de user, en fait, ici, finalement. Tout à l'heure, on n'avait que des strings qu'on baladait un peu partout. En fait, il n'y avait rien qui ressemble plus à une string qu'une autre string. Donc, l'idée, c'est d'introduire ça. OK. Et puis là, tu vois, tu lis ton type, bim, tu sais ce qu'il y a dedans tout de suite. Et puis, ça me fait penser que peut-être qu'on pourrait faire la même chose au niveau du genre de notre jeu, parce que finalement, c'est assez limité le nombre de genres de jeux dans les jeux vidéo. Oui. T'en penses quoi? Si c'est limité, vraiment, que tu veux gérer qu'un certain nombre de jeux, on peut utiliser une enum, sinon on peut refaire du polymorphisme. Non, je pense qu'une enum, ça me paraît pas mal ici. Faisons ça. Il y a des gens, ils n'aiment pas les enums. Non, c'est vrai. Mais c'est moi qui tape, donc je fais ce que je veux. Je vous ai dit que Gaël, c'était mon meilleur binôme de pair programming. Ouais, maintenant, vous voyez pourquoi. Bon, évidemment, les tests vont casser. Bon, je vais pas vous refaire le sketch, je dis on va supprimer les tests, blabla, etc. L'idée, c'est de vous montrer ce que ça donne à la fin quand on a fait tout ça. Donc, on a introduit la notion de user, on a introduit la notion de game genre. Hop. Voilà, donc à la fin, on a bien nos users ici, comme tout à l'heure, notre liste de users, notre mutable map. On a dans notre game introduit la notion de genre ici, et on a tout un tas de genres qui sont les seuls qu'on peut gérer encore dans notre système, mais c'est pas grave, on en ajoutera encore après si on a besoin. Je vais mettre tes mis tic-tac-toe en type de jeu, on voit pas du tout que tu fais des katas. Alors, tu veux nous expliquer un peu maintenant ce qu'on a fait là? Ouais, ce qu'on a fait, c'est essayer de régler un problème assez courant qui s'appelle le primitive obsession, où on va utiliser des variables de type primitif un peu partout. Là, on va essayer plutôt d'utiliser des objets métiers. Et l'intérêt, c'est de donner du sens au code et de limiter les erreurs humaines. Là, par exemple, on aurait très bien pu mettre une chaîne de caractères pour autre chose par erreur, en fait, en lisant le code. Et là, on s'est évité un tas de problèmes, en fait, rien qu'avec le type. Oui. Et moi, ça m'est arrivé sur des vrais code base, vraiment de fixer des problèmes en introduisant ce genre de choses. En fait. Ouais. C'est super simple. On avait des UID qu'on baladait un petit peu partout, qui représentaient tout un tas d'identifiants de tout un tas de choses différentes. En introduisant un nouveau type, j'ai milité justement pour qu'on introduise ça et ça a bien marché. On a voulu le faire sur des types déjà existants, on s'est rendu compte qu'il y avait des paramètres qui n'étaient pas passés aux bons endroits. En fait. Mais nommer les paramètres, ça suffit pas? Non, ça suffit pas maintenant. Je sais que j'ai déjà entendu ça, mais non, je t'assure que ça suffit pas. Donc en fait, l'idée, la méthode d'utiliser aussi un type, ça peut aussi servir de détrompeur. C'est le principe du pokayoki, ici, qui est un terme japonais qui signifie détrompeur. Si on prend un cas qui va être très explicite pour vous, et vous verrez très vite pourquoi ça pose problème. Si on prend le cas, par exemple, de la gestion d'un compte bancaire comme ça,
Quand on envoie une transaction d'un certain montant sur un certain timestamp, vous voyez bien que si vous envoyez 10 euros ou 10 dollars sur le timestamp 166, machin, c'est pas un problème. Par contre, le système ici vous laisse envoyer 160 milliards d'euros au timestamp 10, ça peut poser quelques problèmes. Et le type, il est bon, hein. C'est un Ouais, number. puis après, il suffit de nommer les bons paramètres, et puis c'est bon, on est parti, et ça va en prod comme ça. Merci JavaScript. C'est pour ça que j'ai plus de sous après. Voilà, c'est ça. Donc là, l'idée, c'est plutôt d'utiliser un système de type, et par exemple, typiquement, sur votre montant, vous allez mettre un money amount. Non seulement ça va vous éviter de faire des bêtises, mais en plus, ça va donner du sens à votre code. Et quand vous allez balader ça un peu partout, vous saurez à quoi vous avez affaire. Le money amount, le timestamp, ce qui fait que la première version, ça marche, ça compile et ça fonctionne. Ça ne vous empêche pas de passer un money amount spécifique de 166 milliards, mais là, il faut vraiment que vous le fassiez exprès, ça peut être une erreur d'inattention. La deuxième version, elle ne compile pas. C'est-à-dire que si on lui passe le timestamp à la place du money amount et inversement, en fait, ça ne fonctionnera pas. Et sur ce sujet-là, moi, je vous recommande l'excellente conférence de Jordan Grenat qui s'appelle « Vous livrez encore des bugs en prod ». Le lien est ici. Il l'a donné au meetup, à l'excellent meetup Software Crafters Rennes. Tu te la racontes. Moi, je suis organisateur avec quelques... Complètement, je me raconte. J'ai aucune humilité, tu le sais bien maintenant. C'est pour ça que je suis là. Il y a aussi la question dans le... C'était toi ce slide ou c'était moi? Ouais, c'était moi. C'est toi, vas-y. Alors, en fait, on voulait vous parler de boucle de feedback. Il y a un truc qui est plutôt intéressant quand on regarde ce diagramme-là, qui vient d'une conférence d'Arnaud Lemaire. On voit en fait que plus la boucle de feedback est longue entre le moment où vous écrivez du code et le moment où vous avez un retour sur est-ce que ce code est bon, ça va être de plus en plus long. Et les tests, c'est vraiment intéressant, déjà. Les tests unitaires, on l'a vu là avec le refacto qu'on a fait avec Gaël, ça nous a guidés tout de suite. Le fait du pair programming, là aussi, c'est pareil, c'est un feedback assez instantané avec votre collègue. Mais il y a aussi, pourquoi pas, le système de type qui peut vraiment nous aider. C'est ce qu'on voit avec cette règle-là de Calisthenics, d'avoir ce sens-là, et ça évite d'envoyer des sous un peu trop sur un compte. Voilà. Donc voilà, donc cette conf, vous pouvez la retrouver aussi sur le compte YouTube aussi du Meetup Crafters Rennes. Arnaud Lemaire entre industrialisation artisanale, métier de développeur, qui est une excellente conférence, vraiment, si vous ne l'avez jamais vue, je vous la recommande vraiment vivement. Si on reprend les exemples de code qu'on avait tout à l'heure, c'est ce qu'on avait, des strings un peu partout, des types primitifs globalement un peu partout, et en fait on l'a transformé en introduisant juste le type user ici, on a suivi la compilation, on a fixé nos tests, et puis en fait on est bon. Comme ça, si plus loin vous utilisez encore des users, ça va être très facile à utiliser. La même chose pour le genre ici du jeu vidéo, RPG, platformer, etc. etc. Je ne vais pas vous refaire ce qu'on a fait tout à l'heure. Ok, on peut continuer. Yes. Décidément, tu as vraiment beaucoup de choses à dire sur mon code. Hein. Écoute, je ne sais pas si je bosserai encore avec toi. On critique le code, pas les gens. J'ai beaucoup d'estime pour toi, Gaël. En plus, tu as fait ça après le resto hier soir. C'est vrai, complètement. Donc, voilà, je rappelle quand même que j'ai de l'estime pour ton travail et pour ce que tu fais. Ok, tu t'en sors bien, ça va. Est-ce qu'on peut retourner à l'autre fichier? Oui, bien sûr, c'était Game Library. Oui, c'est ça. Voilà, ta liste de jeux, là, par exemple, c'est une liste qui est mutable. On ne pourrait pas lui définir son API, vraiment avoir une classe qui va définir les actions qu'on peut faire sur notre liste de jeux, avoir nos comportements qu'on choisit. Pas juste une liste en vrac comme ça qui n'a pas vraiment de... Je sais pas, c'est l'impression que c'est un peu une boîte. Tu sais, ton meuble Ikea et puis tu as tes jeux comme ça empilés. Ouais. Et je sais pas, j'ai envie d'avoir mes favoris, d'avoir un tas de choses, les ranger comme je veux, peut-être avec tous les jeux de PlayStation d'un côté et puis tous les jeux de Xbox d'un autre, tu vois. Et du coup, je me dis peut-être dans notre programme, on pourrait faire pareil, avoir vraiment une API dédiée à notre liste de jeux. C'est un peu le truc central de notre bibliothèque finalement. Ah, tu veux dire plutôt que d'avoir une mutable list ici, d'avoir un objet qui la représente finalement, c'est ça? Ouais. Ah, ok. Et ce qui fait qu'on peut choisir ce qu'on peut faire sur cette liste ou pas. Et pas avoir juste toutes les méthodes que nous offre l'entité mutable list. Ok, je crois que je comprends à peu près ce que tu veux me dire. L'idée, c'est que finalement, on introduirait presque un objet un peu comme ça, c'est ça? Ouais, une game list. D'ailleurs, je peux écrire... En fait, comme je vais avoir besoin de ça tout à l'heure, je vais le copier, ça évitera que je le réécrive. Hein. Ok, donc tu veux dire qu'en fait, ici, finalement, c'est une game list, là, c'est ça? Ok. Mon game list, ça n'existe pas. Ok, je vais créer la classe. Ouais, ok, d'accord. Un truc un peu comme ça. Comme ça, on pourrait mettre des filtres dessus, des trucs comme ça, déjà qu'on a préfet, qu'on a choisi. Ah, je crois que je commence à comprendre ce que tu veux dire. Attends, si je reprends Game Library ici, bon là, évidemment, ça ne marche pas, mais peut-être que je peux rajouter cette méthode ici parce qu'elle n'existe plus. Ok, dans ce cas-là, on fait un games.addGame. Ok, ça, d'accord, très bien. Ok. Il y a plein de trucs qui cassent, là, t'as vu? Comme ça, tu vois, les gens qui font que des jeux sur PC, tu peux être sûr qu'ils n'ont pas de jeux Xbox dans leur librairie, tu vois, ou l'inverse. Vu qu'il paraît qu'il y a des débats entre les gens qui jouent sur PC et sur console.
tu peux Ça choisir. existe encore cette guerre des consoles? Il paraît que ça existe encore. C'est vrai. Il paraît. Mais du coup, comme j'ai rajouté add ici, en fait, ce que je me demande... Ah, du coup, c'est intéressant ce que tu m'as dit, parce que finalement, tout à l'heure, dans notre espèce de classe mère là, qui faisait tout, on faisait le contrôle de est-ce que je peux rajouter le jeu dans la liste, est-ce que ça a du sens ou pas. Et peut-être qu'on pourrait prendre cette méthode qui checkait et finalement la mettre dans ce nouvel objet qu'on a créé. C'est ça. Comme ça, c'est cet objet-là qui va controller l'accès à l'objet derrière. C'est ça que tu veux dire? Bah, du coup, tu mets le comportement vraiment dans ta classe, plutôt que Ouais, d'avoir je vois. un service qui va le faire après, qui va faire plein de if et plein de vérifications. Tu as le comportement directement avec l'objet. Ok. Bon, c'est vrai que ça m'agaçait un peu tout à l'heure quand tu faisais toutes ces remarques, mais finalement, ça a peut-être du sens ce que tu disais maintenant. Et Merci, c'est vrai que c'est c'est pas pas parce mal. que je suis Ok, pas dev ok. Kotlin que je fais du Ok, CSS d'accord. que je sais pas développer. Alors, game list ici, hop, et du coup, les méthodes, on la déporte là. Effectivement, du coup, notre histoire de check rules, vous savez qu'on a implémenté tout à l'heure, ça a plus de sens que ce soit ici. Exactement. C'est vraiment, finalement, on veut l'ajouter dans notre liste. En fait, c'est notre liste qui est maître de ça et qui dit, bah ok, je te laisse passer ou pas, je trouve une exception ou pas. Et plutôt que d'avoir un validateur à part, on a la liste qui se valide elle-même. Ouais, exactement, c'est ça. Et ça veut dire qu'ici, ce que j'ai aussi là, finalement, ça, je pourrais aussi le prendre. Hop, et puis faire un games.remove game hop, de title ici. Ça peut être ça. Comme ça, ici. Et on va créer cette méthode aussi derrière. Bon, ok, elle n'est pas très bien écrite, mais elle fonctionne, voilà. Ah oui, ça, faut qu'on le fasse aussi comme ici. Voilà, ça. En fait, du coup, notre espèce de grand truc du début qui contenait plein de choses, finalement, ça va presque plus que de passe-plat sur des objets un peu plus fins. J'ai l'impression qu'il y a un peu ça qui ressort, non? J'ai l'impression que ça me donne, en tout cas. On a la même question de récupérer des jeux par genre, etc. etc. Bon, on a plein de trucs qu'il faudra réimplémenter. Ça veut dire qu'il y a des choses, il faudra qu'on passe à la collection derrière, mais au moins ces trucs-là, ce sera juste scopé sur la collection et c'est elle qui va gérer ça. Je vais te montrer le résultat final, si tu veux. Oui, parce on commence à voir le temps qui déroule. Oui, c'est vrai. Et on a envie de vous montrer plein d'autres trucs. Donc, C'est ça. Donc au final, on a ma va game tricher un list petit peu. ici. J'expose comme ce que je mets dedans avec une méthode spécifique, mais ça on reviendra dessus après. Le check rule, il est ici. Et tout un tas de choses qui étaient avant gérées du côté de notre classe mère, notre classe monstre. Là, en fait, c'est vraiment descendu au niveau de la liste. Ce qui fait qu'on peut faire des tests en fait, juste au niveau de cet objet-là, de comment on rajoute, on enlève des choses et tout ça dedans. Est-ce que nos tests continuent à fonctionner? Ouais, ça continue à marcher. C'est pas mal quand même. Ok, je vois l'idée. Ce qu'on a fait là, c'est la 4e règle des objets calisthenics, la calisthénie des objets, pardon, en français, c'est le règle First Class Collection. L'intérêt, c'est que toute classe en fait, qui a une collection ne peut pas contenir d'autres variables membres. Chaque collection doit être intégrée dans sa propre classe, ce qui permet au comportement lié à la collection d'avoir un emplacement. Ici, on a parlé de filtres, ça peut être jonction, sélection, etc. On pourra envisager demain, quand j'interdise d'avoir des jeux en favoris s'ils ne sont pas finis. On peut envisager un tas de choses. L'intérêt, c'est qu'on ne doit pas dépendre de méthodes qu'on n'utilise pas. On va avoir notre comportement à l'intérieur de nos classes et c'est nous qui décidons de ce qu'on autorise ou pas comme comportement. On n'a pas forcément besoin de tout ce qu'on peut faire avec une liste classique. On va gagner en lisibilité, en testabilité et on va essayer de colocaliser toutes les opérations sur notre collection à un seul et même endroit. Voilà. Ok. Donc on est parti de ça, du mutable disgame dans notre espèce de classe mère ici avec tout un tas de méthodes, de check, etc. qui au bout du compte n'ont pas vraiment de sens d'être ici parce que c'est pas vraiment la responsabilité de cette grande classe de faire ça. On peut avoir des objets plus petits, plus fins et avec des responsabilités très clairement définies. Et c'est vraiment ce qu'on va avoir ici quand on va introduire cette histoire de game list. Alors on va l'appeler game list. C'est pas forcément le meilleur dommage, on discutera de ça après, mais en tout cas voilà, ça correspond à ce qu'on voulait faire ici. Elle contient ici alors une implémentation un peu différente de ce que j'ai fait tout à l'heure. Ici on a vraiment les games qui sont plus du tout accessibles. C'est vraiment que la classe qui gère ça ici. L'avantage c'est que si un jour on veut changer l'implémentation de cette liste, finalement que c'est plus une liste mais que c'est un set ou que c'est autre chose ou une map ou absolument ce qu'on veut, ça reste ici. Et en fait les interlocuteurs de cet objet-là, en fait ils ne connaissent pas du tout les changements. Donc c'est assez pratique. Du coup on respecte beaucoup mieux l'encapsulation comme ça. Celle-là, on ne va pas faire de live code parce qu'on n'a pas trop le temps, mais on voulait aussi parler d'une règle qui s'appelle le one dot per line. C'est le problème d'encapsulation quand on a plein de points sur la même ligne pour accéder à plein de sous-ensembles d'objets imbriqués les uns dans les autres. Le problème de ça, en général, c'est qu'on a un problème de feature en vie. Tu veux nous dire ce que c'est, Gaël, le feature en vie? Oui, le principe de la feature en vie, en fait, c'est d'aller récupérer en fait, les données dans les objets qui ne sont pas à nous. En gros, d'aller manipuler des attributs d'une classe qui ne sont pas les nôtres, en fait. C'est ça. Moi, ça me fait penser Pardon, vas-y. Moi, ça me fait penser à la fameuse loi de Déméter, qui est le principe de connaissance minimale. J'aime bien cette petite métaphore des jeux. On ne parle qu'avec ses amis, on peut jouer avec ses jouets, ceux qu'on fabrique et ceux qu'on nous offre, mais on ne doit jamais, jamais, jamais jouer avec les jouets de nos jouets.
Un exemple de code peut-être pour illustrer ça derrière? Ouais, vas-y. Hop. Là, par exemple, ici, on va avoir à la ligne 13, on va récupérer dans le jeu l'adresse du développeur du jeu, c'est ça? En fait, on veut mettre à jour l'adresse du développeur du jeu, c'est ça. Est-ce qu'on a besoin de partir du jeu pour pouvoir mettre à jour? Ça fait beaucoup de trucs quand même. Enfin, je sais pas. Surtout que c'est vrai qu'on a beaucoup de points à la ligne 13, là, c'est vrai que... Puis imagine, il n'a pas seté son adresse, par exemple. Oui. Imagine, l'info, elle est vide. Tu vas avoir une erreur. Enfin, ça fait beaucoup de trucs, quoi. Du coup, tu as l'adresse qui est reliée au jeu vidéo, finalement. Est-ce qu'il ne peut pas exister sans cette adresse, quelque part? Ben, c'est surtout que si jamais ça change l'implémentation de l'adresse derrière ou du développeur, en fait, ça va casser cette ligne-là. Sauf qu'au niveau d'abstraction, on se situe au niveau du game, on n'a pas vraiment envie de savoir comment c'est implémenté l'adresse au bout de la chaîne, finalement. Donc j'ai peut-être une proposition de refacto autour de ça, si tu veux. On pourrait faire un truc plutôt comme ça, où en fait la méthode en bas, là, elle se contente de dire tu mets à jour la ville du développeur et tu mets Rennes. Et si on regarde les différentes méthodes ici sur Video Game, ce qu'il fait, c'est que lui, il dit au développeur bah, tu mets à jour ta ville. Et le développeur, quand tu mets à jour sa ville, en fait, il met à jour son adresse. Mais en fait, on ne sait pas, quand on est au niveau du jeu, on ne sait pas qu'on a un développeur, et que dans le développeur, on a une adresse, et puis ainsi de suite. Vous voyez? On a cassé un peu cette chaîne tout à l'heure de points qu'on avait. D'ailleurs, c'était game ici, pas A. C'est un ancien bout de code qui reste. L'idée, c'est en fait de se mettre tout en haut, puis tu dis, bah, en fait, tu fais une action métier spécifique. Et là, on dit, bah, par exemple, tu mets à jour la ville de ton développeur, mais je ne sais pas, moi, du point de vue de la fonction méthode ici, comment c'est foutu derrière, ça ne m'intéresse pas. Et tu mets juste à jour ici. Oui, tu n'as pas besoin d'avoir toute la structure avec toutes les classes et tout le rangement qu'on a fait, quoi. Non, c'est ça. Parce que d'autant plus que si tes variables derrière d'instance elles sont renommées ou que tu changes ta structure, ou par exemple, on parlait tout à l'heure de liste, de set, etc., Oui. bah, en fait, ça va casser tout. Si tu renommes l'adresse, il faut que tu changes le truc qui est là et du coup ici, etc. Voilà, c'est ça. Alors que le update developer city, ben, ça reste agnostique de l'implémentation qu'il y a derrière finalement. Ok. Bon. Et si on revient à notre exemple de code qu'on avait tout à l'heure, qu'on a passé, de code qu'on a passé tout à l'heure, qu'on ne montre pas là. Dans les tests, par exemple, on a des choses comme ça qui vérifient que dans les données de la liste de jeux, on a bien Cyberpunk 2077, on vérifie que sa taille c'est bien, on demande si c'est vide ou pas. C'était des tests qu'on avait avant. Et du coup, l'idée c'est qu'on a introduit des méthodes, par exemple, du type est-ce que la librairie contient le jeu Cyberpunk? Dans ce cas-là, on voit si c'est vrai ou faux. Là, ça renvoie un booléen. On a aussi la notion de compter le nombre de jeux qu'il y a dans la librairie, plutôt que de dire on récupère toutes les données, on dit c'est quoi la taille. En fait, on lui dit bah non, dis-moi combien tu as de jeux dans ta bibliothèque, comme ça. Je ne sais pas comment c'est implémenté ton truc. Et du coup, tu me réponds et puis tu me dis avec le games.size qu'on voit, je mets mon écran, mais ce qui sert absolument à rien. Et le games.size qui va nous renvoyer en fait le nombre de jeux. Oui, on lui demande directement plutôt que de faire nous-mêmes le calcul en dehors. En fait, c'est elle qui porte son propre calcul. Exactement, voilà, c'est ça. Ok, on passe à la suite. Je crois que c'est mon moment préféré, Gaël. Eh bien, vas-y. Qu'est-ce que tu vas me dire encore? Est-ce que vous êtes maniaque? Vous êtes maniaque? Ou si vous êtes développeur, vous êtes bien rangé, bien nommé, super clair, quand tous les tests passent? Ouais, ok. Tu me fais peur. Qu'est-ce que tu vas me dire maintenant? C'est encore pas bien nommé ce que j'ai fait. Regarde, c'est écrit game, title, c'est bon là. Retenez votre respiration. Avec moi. Non, c'est pas dans la bonne classe, non. Attends. C'est dans le... Mais les tests passent, on est d'accord, hein? Oui. Je crois que j'ai oublié de passer au C'est vrai? Vas-y. truc suivant. Vas-y, parce que là, j'ai fait un peu de cliffhanger, là. C'est vrai? Ouais. Et ils vont se demander après s'ils vont être déçus et tout. Donc, T'as une certaine responsabilité, là, tu vois. Vas-y. Attends. Attention, est-ce qu'ils vont hurler? Tu fais du calx max périr. J'ai rien compris. Oui. C'est quoi max num? Max num de quoi? Current year? Tu fais de la purification ou c'est current year? Je sais pas. Tumkunt. Est-ce que tu parles comme ça, Gaël? Parce que moi, je comprends rien. Ça peut arriver, mais regarde, les tests, ils marchent. Vas-y, essaye. Hein. Tu veux vraiment que je clique sur ce bouton? Ouais, clique sur ce bouton, vas-y. C'est vrai? Bah voilà, ça marche. Et tu veux dire que t'es fier de toi? Bah ça marche. Ouais, pousse-toi un peu là, parce que ça me... Ok, c'est pas comme ça qu'on fait du père, Manon, en fait. C'est vrai? On pousse pas les gens comme ça, on leur lance pas le clavier non plus. C'est vrai. C'est CTRL-T. Non, ouais, voilà, c'est ça. Ah. Oui, ok, c'est quoi, mais bon, j'étais fatigué, tout ça. Bah, je sais plus, moi. T'as qu'à mettre compteur, je sais pas, moi. Compteur? Ouais, vas-y, essaye. Counter, en anglais? Ouais, c'est ça, ouais. C'est vrai. Et max nombre de quoi? Bah, je sais plus, moi, tu me poses beaucoup de questions. Les tests passent, de quoi tu me parles? Je sais pas, max number peut-être, je sais plus. Elle est un peu moche cette méthode, de toute façon, c'est vrai, ok, je le concède. C'est dommage, c'est ça. Ouais. Et là... C'est calcul. Je crois qu'en fait, ça te donne le nombre maximum de jeux pour une certaine année. Ou ça va être l'étrier, ou je sais même plus trop bien, mais bon, ça marche.
Attends. Ah, je me sens mieux. C'est vrai que ça Attends, va il y mieux. en a encore un. Attends. Il le propose, regarde, Guillaume. Ah, Tu te sens mieux? C'est vrai que je me sens soulagé aussi. Tout d'un coup, T'as il y a un vu? truc là qui s'est Toi-même, tu passé. sais. Je sais pas, tu vois. Bon, je suis désolée, j'ai été désagréable. Je suis pas toujours une. Voilà. Je suis pas toujours super en perte. Mais je m'en souviendrai, je changerai de partenaire de pair On la ne peut plus prochaine jamais fois. faire la conf avec moi après. C'est ça. C'est la deuxième et dernière fois maintenant. Mais ça te paraît pas plus lisible? Genre, t'arrives. Et tu vois, moi, je te rappelle que je sais pas faire de Kotlin. Hein. J'ai pas besoin de c'est vrai, deviner. t'as raison. Mais je pense qu'on peut faire une version plus Kotlinois et tout ça. On va vous montrer après dans les slides comment on fait ça. Je l'ai plus là comme ça. C'est vrai en plus que là, il y a la question, c'était un peu raccourci ce qu'on a écrit, c'est pas très bien nommé. Il y a un truc imaginé que j'ai vu dans les tests quand tu es passé vite tout à l'heure. Tu vois ici, par exemple, là sur cette méthode, la find retro game, en fait, le besoin métier, c'est de parler de jeux rétro. Et on a une méthode qui s'appelle get all game ici. Je trouve que c'est pas génial. Oui. J'aurais bien aimé la renommer. Vieux comme toi et moi ou vieux vieille console ou vieux, c'est quoi vieux? Et ben justement, on va regarder qu'est-ce que ça veut dire pour lui. Rétro gaming. Ouais, c'est ça. Ah, ils disent tous les jeux avant 2000. Oui. Moi, je jouais aux jeux vidéo avant 2000. Hein. C'était pas des rétro games à l'époque. Mais en tout cas. Moi, j'ai commencé avec la Game Gear. Hein. J'ai commencé avec l'Atari 2600. Tu vois, ça date un petit peu. Il y a des gens qui ont déjà joué à l'Atari 2600 et s'ils levaient la main. À l'époque, hein. Pas en rétro gaming. Ah, il y a une main qui s'est baissée. Qui a joué sur Commodore? Il y a des gens aujourd'hui qui ont envie de jouer à l'Atari 2600, vraiment. Bon courage. Donc voilà, donc l'idée c'est vrai qu'on a pu renommer un peu ici, il faut sans doute renommer ça aussi là, et puis ça me fait penser aussi quand on parle de ça, c'est que finalement... Même nos listes de users, ça peut être une community par exemple, un truc comme ça. J'aime bien, j'adore ça, très bien, ça j'aime bien, ouais, effectivement. Renommer, appeler ça une community. Ouais, tu peux renommer ça, c'est très bien, ok. Voilà, bon bref, vous avez compris, on voulait vous parler du nommage, voilà. Je ne sais pas si on était assez subtil pour vous le faire comprendre. Vous êtes soulagé un peu vous aussi ou il n'y a que moi là parce que... Ouais, mais c'est vrai que ça m'a fait du bien. Et tu sais que quand, il y a quelques années, il y a 15 ans, quand je faisais ça, j'avais vraiment l'impression d'être maniaque, j'en parlais pas trop aux gens. Puis un jour, j'ai lu des bouquins sur le software craft et je me dis, il y a des maniaques autant que moi, il y a même des gens qui ont conceptualisé le truc. Donc c'est cool, je ne suis pas tout seul. Merci. La 6e règle la calcinie des objets, c'est don't abbreviate. Ça m'est arrivé, pour info, de travailler sur un projet comme ça où tout était en trigramme. C'est-à-dire que la base de données, pour être sécurisée, tous les noms des colonnes étaient en trigramme. Tous les noms des tables. Et du coup, qu'est-ce qu'il voulait? Que le code soit aussi écrit en trigramme pour que ça corresponde aux éléments de la base de données. Et il n'y avait pas de dictionnaire de données, et il n'y avait pas de traduction, et il n'y avait pas de doc. Et ça marchait? Quand il y avait un bug à défaire, c'était horrible. Genre, si je voulais récupérer un identifiant de contrat utilisateur, je devais faire ctt.idn. Je sais plus, enfin tu vois, CTT, je sais pas ce que c'est un CTT, c'était contrat, je sais pas. Donc faites pas ça, c'est pas bien du tout, et ça sécurise rien, en plus c'est faux. Donc c'est souvent une source de confusion et ça masque des problèmes sous-jacents. Quand on veut abrévier, c'est qu'on a un nom trop long, c'est qu'on a mal nommé. Alors oui, nommer en informatique, c'est très dur, mais l'abréviation, c'est vraiment pas une solution. Le problème souvent quand on a des noms très longs, ça indique qu'on a des choses qui font plusieurs choses. Plusieurs responsabilités. Et du coup, là, on gagne vraiment en lisibilité et surtout, c'est hyper satisfaisant. C'était exactement ta tête tout à l'heure. Tu as fait vraiment cette tête-là. Hein. C'est vrai. Ouais, je fais souvent cette tête-là. Donc voilà, donc cette espèce de code un petit peu sale au début, mais qui marche. Mais qui marche et qui est testé. On va essayer de renommer les variables pour que ce soit plus clair. Mais les gens qui savent faire du Kotlin savent qu'on peut prendre tout ce pavé de code, là, bien lourd, là, vous voyez, et on peut le résumer comme ça, en fait. Tu te la racontes encore. Complètement, tu vois. On trie par année de sortie, on les groupe par année de sortie, et ensuite on prend l'année de sortie qui a le plus d'entrées en face. C'est comme plus sympa écrit comme ça, non? Moi j'aime bien en tout cas. Moi j'aime bien aussi. On a fait du renommage aussi tout à l'heure. Vous voyez, on avait le Get All Game qui est devenu rétro, Favorite Games, etc. qu'on a changé, Game List aussi, User, on a fait du renommage là. On ne va pas revenir dessus. Sur ce sujet-là, sur le sujet du nommage, il y a un livre par le sinistre Robert C. Martin ici, qu'on cite quand même pas trop. Son chapitre 2, Meaningful Names, est pas trop mal pour expliquer des principes autour du nommage, à quoi il faut être vigilant. Mais la personne est absolument complètement détestable. On s'est demandé si on allait le citer d'ailleurs. La 7e règle, on va directement, vu notre code, passer sur des slides. Le keep all entities small, l'intérêt c'est d'avoir des entités le plus petit possible. Moi ça m'est arrivé d'avoir une classe qui faisait 12 500 lignes sur un projet. 12 500 lignes. Faites pas ça. Surtout faites pas ça. Si c'est trop grand, c'est qu'on fait trop de choses, on perd encore ces notions de
de lisibilité, de responsabilité unique qu'on a vu depuis le début. Ça a vraiment du sens de garder les choses petites et le plus atomiques possible. Vous pouvez avoir plein de classes qui font une chose et une seule chose bien, qu'avoir une espèce de coffre à jouets où on a plein de choses. C'est là, si tu veux. Ce que dit la règle d'objet calisthenics, c'est pas de classe de plus de n lignes. Je vous invite à vous-même choisir votre nombre qui va derrière n. Ça va dépendre de votre projet existant, avec ce avec quoi vous êtes à l'aise. J'aime pas que ce soit trop dogmatique, je vais pas vous donner de chiffres. Pour moi, ça n'a pas de sens. Mais c'est vrai que dans les objets calisthenics, on lit souvent des nombres en règle. Oui, après, le risque, c'est que les gens s'arc-boutent un petit peu sur ces chiffres-là et ne veulent absolument pas les dépasser. Et finissent par faire de refacto pour gagner 2 lignes, ce qui n'a absolument aucun sens. Mais je crois que c'est l'exemple que je montre juste après, on passe de 53 à 50 lignes, et je suis super content, tu vois. Vas-y. Du coup, j'ai un peu honte quand même. Mais, voilà. C'est pour l'exemple, c'est un code Voilà, d'exemple. l'exemple, c'était ça. C'était juste en fait, d'avoir des méthodes ici qui sont déplacées au bon endroit pour réussir à faire diminuer notre game library, qui est un petit peu grande, effectivement, ici. C'est pas hyper intéressant, c'est vraiment juste pour redistribuer mieux les responsabilités, en fait. Ok, la huitième. La huitième règle, c'est pas de classe avec plus de 2. Donc là, vu que c'est le nom de la règle, j'ai été obligé de le mettre comme c'est écrit. Mais pourquoi 2 ? Pas de classe avec plus de 2 variables d'instance pour simplifier, encore une fois, ces classes-là. Honnêtement, moi, si je vois ça, je me dis, j'ai juste un ID et un nom. Des fois, j'ai besoin de plus de choses. À vous de voir, selon vos besoins. Mais c'est vrai que plus c'est court, mieux c'est. En fait, faire simple, c'est le plus difficile en informatique, je pense. Donc ça, je pense que c'est ce que cette règle incite à faire. Et c'est un bon exercice, mais c'est pas une règle à appliquer de manière comme ça, sans sagesse, quoi. Très dogmatique, on va en parler, je crois, justement. C'est ça. Donc voilà, donc quand je t'ai écrit le code pour le jeu vidéo, là, alors, par exemple, je t'ai mis le French name. Je t'ai mis aussi, parce que je sais que tu tiens beaucoup à avoir le nom original du jeu, voilà, donc je l'ai rajouté dans la classe. Et puis, il y a la réalisaire. Comment ? Tu vas encore me traiter de maniaque ? Bah oui, j'ai pensé à toi. Tu vois, je me suis dit, j'étais fatigué hier, je vais quand même rajouter ça pour Manon, sinon ça va pas aller. Oui, mais il y a des jeux, c'est comme ça. Par exemple, Resident Evil, au Japon, ça s'appelle Biohazard. Donc, si on veut avoir des gens qui utilisent notre appli et qui jouent avec le jeu dans le nom japonais, ben, on fait comment ? C'est vrai, tu as raison. Ouais. Et donc, du coup, si on reprend l'exemple de code qu'on a ici, qu'on essaie d'appliquer la règle que tu avais tout à l'heure, on voit bien que les notions de name sont un peu liées, et puis les notions de réalisaire et genre peuvent être liées aussi. Donc, si on l'applique en essayant de restreindre à 2 variables d'instance, on pourrait avoir quelque chose comme ça, avec des names qui contiennent le French name, l'original name. L'avantage de faire ça, c'est que si, par exemple, dans les noms, on voulait gérer toute une collection de pays, par exemple, avec le nom du pays et puis le nom du jeu en face, ben, en fait, names, on changerait juste son implémentation, et game ne bougerait pas, en fait. Et c'est pareil, on a mis un objet qui s'appelle Technical Information, qui contient la réalisaire et puis le game genre ici. Ça te va à peu près comme ça, comme je l'ai fait là ? Oui, carrément. On peut l'étendre après. Je sais que les gens qui font du Kotlin ont vu les var dans tout le code et que ça les hérisse depuis 45 minutes à peu près. On va en parler après, je vous rassure. Comme moi, ça m'embête, je le dis quand même, parce que tu vois, je veux pas que les gens pensent qu'on ne sache pas faire du Kotlin. On est des internals insatisfaits, de toute façon. Exactement, c'est ça. Ok. Et bien justement, bon, le temps manque, je pense que là, il faut une dernière fois, Manon, et après, ça va aller comme ça, je pense. C'est la dernière, t'inquiète. Mais tu as fait ça très bien. Vas-y. Je switch ici, là. Du coup, ils voient les titres. Ouais, mais c'est pas très... Non, mais regarde, là, je te cache. On va leur divulgacher tout. Exactement, c'est ça. Donc, attends, c'est où ? C'est dans le game, ce que tu veux chercher. J'essaie de te chuchoter, mais tout mon texte apparaît là, donc de toute façon, vous avez compris ce que je viens de dire. Voilà, là, de ce que j'ai compris, alors, encore une fois, Kotlin, c'est pas mon truc, mais j'ai l'impression que tout est en public, c'est ça ? Oui, tout est en public là. Tout est en public. Comme ça, on y accède comme on veut et puis on fait ce qu'on veut avec. Et du coup, tout est ultra mutable de partout. Bah ouais, regarde, les tests marchent. C'est vrai ? Ouais. Je vérifie. Ok, bon, du coup, je peux rien dire du coup. Mais tu as peut-être un truc à me proposer ? Ouais, c'est vrai que ce que tu dis là, c'est... Mais sois pas modeste, tu te débrouilles bien sur Kotlin. Ouais, mais tu vois, tu vas t'auto-satisfaire vu que tu étais frustré toi-même. Je demande que ça. Tu vois, oui, c'est vrai que finalement, ici, alors, je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure, il y a la notion de mutabilité ici qui est représentée. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas Kotlin, l'idée, c'est quand on déclare une variable en Kotlin, on déclare si elle est mutable ou pas. Ceux qui font du Java, on déclare le type, l'objet, et puis voilà. Donc là, en Kotlin, on indique si c'est var, c'est quelque chose qui est mutable, et val, si c'est immutable. Donc là, vous avez deux attributs. Un attribut names qui est mutable, ça veut dire qu'on peut instancier l'objet et ensuite modifier cette valeur-là. Généralement, la mutabilité, c'est source de beaucoup de problèmes. Donc on essaie de faire des choses qui sont plutôt immutables. Donc ce que je te propose ici, la première chose, c'est d'enlever finalement ce qui va correspondre au setter.
c'est de rendre tout immutable. Donc les names vont passer en val ici. On va un peu durcir tout ça. Généralement, quand je fais du Kotlin, alors je pense que tout le monde fait à peu près ça aussi, je mets d'abord tout immutable. Et éventuellement, si j'ai besoin, je redescends sur quelque chose de mutable, mais de façon consciente, parce que vraiment, je trouve que ça a du sens et de la valeur. Par défaut, je mets tout immutable. Tu sais, Gaël, l'immutabilité, c'est chic. Oui, c'est vrai, c'est très chic l'immutabilité. C'est vrai. On va l'écrire dans une prochaine slide, dans la prochaine version, on écrira ça. C'est vrai. Et donc, tu m'as dit aussi qu'on accédait un petit peu à toutes les propriétés, que c'était un peu open bar. C'est vrai que ça me gêne un petit peu, parce que je vois souvent des choses où on prend des objets, on récupère des données, on fait des calculs des fois à l'extérieur de l'objet, et après on repousse le résultat dans l'objet, tout ça. J'ai souvent vu ça. Et moi, ça m'embête un peu. Donc, je vais faire un truc. Oui, quand tu fais ça, tu manipules finalement plus des propriétés que des objets directement. Tu vas aller récupérer des petits éléments à l'intérieur, et puis... Donc, je vais tout passer en privé ici. Là, voilà, puisque c'est comme ça. Je ferme tout. Puisque c'est comme ça. C'est ça. Ici et là aussi. Donc, en passant tout en privé, en fait, donc en Kotlin, quand on déclare une classe comme je l'ai fait ici, là, on déclare à la fois ses attributs et son constructeur. Donc, la classe, les attributs, voilà. Donc en fait, en faisant ça, on n'a plus de setter parce que tout est immutable. Et on n'a plus de getter parce que j'ai mis tout en privé, donc on ne peut plus accéder aux propriétés. Ce qui fait qu'ici, notre espèce de tour de passe-passe pour accéder à des propriétés dans un objet, hop, on va tout commenter. On va tout quoi, Gaël ? Hop, on va commenter tout ça. Commenter, okay. Voilà, ici. Et puis là, on va voir si ça marche. Là, j'ai tout fermé. Ah, des endroits où c'est pas bon. Tiens, c'est intéressant ça. Par exemple, ici, on est en train de vouloir afficher quelque chose. On veut afficher le nom français du jeu. On avait accès avant à la propriété. Je propose plutôt de modifier ça et d'avoir finalement... Est-ce qu'on ne pourrait pas introduire la notion de printable French name à un nom français qu'on voudrait afficher finalement, qui n'est pas vraiment la propriété de l'objet, mais qui est quelque chose qu'on veut afficher. Comme ça, on va laisser à l'objet le contrôle de comment je produis une version affichable de mon truc. Voilà, si je fais ici, ça va encore casser parce qu'il me dit que c'est nenni, c'est pas grave, je vais dire que c'est un string. Et en fait, ce truc-là, ici, pour y accéder, donc on rajoute un getter en Kotlin ici. Et en fait, on va récupérer dans les names et on va faire la même chose. Un printable French name, ici. Ça n'existe pas, donc on va utiliser notre IDE, on va le rajouter dans notre objet en dessous. C'est du type any, on dit non, c'est du string. Et si tu veux récupérer cette valeur-là, naïvement, moi aujourd'hui, je construis juste un getter et je lui dis, tu me renvoies le French name. Fonctionnellement, ça n'a rien changé à ce qu'on a fait tout à l'heure. L'avantage, c'est qu'en fait, on n'accède plus directement aux propriétés, mais seulement à des propriétés qu'on définit ou à des méthodes très spécifiques en disant tu veux une version affichable de ton truc. Et donc, on lui renvoie une version affichable. On exécute les tests, ça ne marche pas non plus. On ne va pas tout dérouler ici parce que ça va être un peu long. Je voudrais pointer, moi, ici particulièrement là, le game.FrenchName is empty. C'est-à-dire que tout à l'heure, quand on vérifiait nos rules là, pour ajouter un jeu, on disait est-ce qu'en fait le nom français est vide ou pas? S'il est vide, je lève une exception. Et ben en fait, ce que je vais faire ici, c'est plutôt que d'aller récupérer la propriété, en fait, je vais dire, ben en fait, est-ce que mon game, il a un empty French name? Vous voyez un peu l'idée? On va aller demander directement à l'entité de nous dire. Exactement. Et qu'elle-même, elle vérifie plutôt que... On pourrait même lui dire, tu peux pas créer un jeu s'il n'a pas de French name, mais bon, là, ça n'a peut-être pas trop d'intérêt. C'est exactement ça. Et donc, du coup, l'idée ici, c'est que je vais faire un truc du genre, je vais faire un return de no names. French name is empty, ou je sais pas, enfin... French name is empty, par exemple. Voilà, et ici. du coup, tu fais tes contrôles directement, tu as et les propriétés et le comportement au même endroit, plutôt que de les sortir dans un truc de validation ou un service. Et ici, cette propriété-là, ce qu'elle va me dire, c'est qu'elle va me dire finalement, c'est égal à French name is blank, is empty, enfin bref, mettre ce qu'on veut. Mais l'idée, c'est que j'ai descendu en fait, au niveau de l'objet ce genre de contrôle. En fait. Et quand on est à l'extérieur, on lui pose juste une question en disant bah, est-ce que tu as un nom français ou est-ce que tu n'en as pas? Finalement, c'est ça. Je ne vais pas fixer tous les problèmes de compilation parce que de toute façon, on n'a pas le temps, même si on a un peu de temps en plus parce que ça avait débordé un peu au début. Un autre truc que je voulais pointer pour terminer ici, c'est que par exemple, là, à la rédisière, on s'en sert. Ben, quand j'ai un petit peu imaginé les refactos autour de ce truc-là, je me suis dit que bon, pour la rédisière, celle-là, je vais l'assouplir et je vais la laisser accessible. Parce que ça n'a pas trop de sens de refaire des passes plats autour de ce truc-là. Donc le technical information ici, on va reprendre la rédisière qui est là. Hop, on va enlever les commentaires. Tu les laisses immutables, mais tu les laisses un getter. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que... C'est vrai qu'elle ne va pas changer. J'en ai besoin à plusieurs endroits, ça n'a pas trop de sens de le rappeler dans autre chose, donc je vais considérer qu'on peut faire un getter ici et c'est bon. Mais vous voyez là, je l'ai fait de façon consciente. C'est-à-dire j'ai tout fermé au début et je rouvre et où j'assouplis en plus l'histoire de mutabilité, seulement si vraiment j'en ai besoin. Je ne vais pas faire tout le déroulé, c'est faire ça. J'ai fait un raccourci qui a fait je ne sais pas quoi.
Voilà, et à la fin, on a un truc plus propre. On va revenir dessus après. Et si on run les tests, ça continue à marcher. On a fini tous nos refactos et nos tests continuent à fonctionner. Voilà. Donc, si tu veux nous expliquer un peu ce qu'on a fait. Oui, la règle 9, c'est donc pas de getter et pas de setter du tout. Donc là, nous, on a un peu nuancé, parce que c'est un bon exercice, hein, encore une fois, d'essayer d'éviter d'en mettre, mais des fois, on en a besoin. Quand on en a, en général, on va avoir des problèmes de duplication. On va récupérer telle propriété à un endroit, puis un autre, puis un autre, puis des fois refaire le même contrôle à plusieurs endroits du code. Par exemple, vérifier si on a tel droit. C'est souvent un truc que je vois. Et de refaire ce calcul plusieurs fois dans un validateur, en fait, finalement, ça fait du code qui pourrait être un seul endroit et qui éviterait d'être dupliqué. Ça évite aussi d'avoir un modèle de données qui est anémique, où c'est juste une liste de propriétés et qui n'a pas de comportement. Et finalement, moi, quand j'ai appris la programmation orientée objet, on me parlait d'humain et de voiture. Ça peut faire quelque chose. On n'est pas juste des propriétés. On fait des choses, on marche, on parle. Une voiture, ça avance, c'est pareil. Je n'avais pas vu ça après. Dans les projets où j'ai été, je voyais que des trucs qui étaient anémiques. Et tout était mis dans des fameux services, avec des noms hyper compliqués. Et finalement, mes objets, je ne voyais pas l'intérêt. Et de reprendre ça, toutes ces règles-là, y compris celle-ci, ça m'a permis d'avoir du code qui avait plus de sens pour moi, et du sens métier, et des noms de fonctions métier, et pas juste des listes qu'on manipule, et pas juste des filtres. Donc ça évite de la redondance, on gagne en encapsulation aussi, en testabilité, en lisibilité, et puis on a aussi parlé de tout ce qui est mutable et immutable tout à l'heure. L'avantage, c'est qu'on a un objet avec ses propriétés et son comportement au même endroit, et qu'on évite de le dupliquer partout. Et on peut le tester du coup facilement, et sans monter tout un tas de mocks et tout un tas de trucs, quand on fait des services en Spring ou ce genre de trucs, etc. Quand c'est dans l'objet, au moins, c'est beaucoup plus facile à tester. Tout à fait. Qu'à limite, oui, voilà, on l'avait mis, mais en fait, on l'a dit out. Par exemple, si on a besoin d'un ID, c'est vrai que pas mettre de getter, c'est un peu dommage. Voilà, ce genre de choses. Le principe qui est sous-jacent, c'est un principe qui s'appelle le tell don't ask. On va, plutôt que d'avoir la logique d'un côté et les données de l'autre, on va tout mettre au même endroit, tout simplement. C'est ce qu'explique Martin Fowler dans un de ses articles. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il dit dans son article, je crois, tu m'avais dit qu'il finalement, il l'utilise pas tout le temps. C'est ça, parce qu'en fait, ce qu'il dit dans l'article ici, donc il est hyper intéressant, l'article, le lien est là, c'est qu'en fait, ça conduit les gens à jamais mettre de getter et de setter. Les gens le comprennent comme ça, c'est pas tout à fait ça qu'il a voulu dire, en fait. C'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'il fallait assouplir parfois. Et c'est de colocaliser, comme vous pouvez, la logique avec les données, c'est ce que représente son schéma ici. L'exemple de code, on ne va pas vous le refaire tout à l'heure, les games, les names, etc. Vous voyez, l'idée, c'est de, par exemple, autour du name, est-ce qu'on a un as-empty French name, est-ce que ça a ce French name qu'on passe, etc. Parce qu'on en a besoin à différents endroits. On a la même chose pour le genre, par exemple, il y a un moment, on vérifie, on faisait un point genre du jeu et on vérifiait si c'était égal à quelque chose. Là, on lui dit, est-ce que tu es du genre, et voilà le genre que je te passe, etc. Et comme ça, c'est à l'intérieur de l'objet. Si on veut conclure, pour tout ce qu'on a dit là maintenant. Object Calisthenics est solide, c'est plutôt cool si vous faites de l'orienté objet. Mais je crois que ce que tu voulais surtout dire, c'est... Oui. Alors, le slide suivant, je l'ai emprunté au brillant David Lézé, qui l'avait emprunté à Vincent Globlinski, qui m'a dit, je l'ai emprunté à je ne sais pas qui. Bref, faites du TDD, du DDD, du BD, tout ça, c'est cool. Nous, ce qu'on vous invite à faire, c'est faire du PDD, du Pragmatic Driven Design, ou Driven Development, comme vous voulez. L'idée, en fait, c'est qu'on vous a donné quelques principes, quelques règles. Moi, je les ai toujours en tête quand j'écris du code orienté objet, mais je les applique ou pas, suivant les circonstances, savoir si c'est le bon moment de le faire ou pas. Maintenant, on disait que tout à l'heure, dans l'article sur les objets calistheniques, c'est marqué pas plus de 50 lignes, pas plus de 10 fichiers par package, etc. Adaptez ça à votre besoin. 2 variables d'instance par classe, peut-être que des fois c'est 3, peut-être des fois c'est 4. L'idée, c'est de regrouper des choses qui ont du sens et de regrouper ensemble. C'est ça qu'on veut vous dire et sur lequel vous devez être vigilant. Et surtout, faites des tests. Comme ça, quand vous faites du refacto, vous êtes sûr de ne pas casser trop de trucs. Comme là, on a fait finalement. C'est ça. Nos tests nous ont aidés. Pour aller plus loin, vous avez ce site web, la Refactoring Guru ici, le kata de refactoring comme le tennis refactoring kata, les différents livres ici qui font référence, refactoring de Martin Fowler évidemment, Working Effectively with Legacy Code, et puis le 3e livre qu'on ne citera pas mais qui est affiché ici. Ce talk s'appelait Make the Change Easy, apprivoiser le legacy avec les objets calistheniques. Et quand j'ai appris ces trucs-là, et que c'était pas si longtemps que ça dans ma carrière finalement, il y a des trucs que je savais mais j'avais pas les noms, j'avais pas les règles, et bien finalement on en a parlé avec Gaël et on a décidé de nous citer nous-mêmes en utilisant ces trucs-là. Gaël il m'a dit au final comme ça j'ai vraiment l'impression de manipuler des objets métiers et pas des espèces de JSON anémiques. C'est exactement ça. Je t'en ai parlé et tu m'as dit ouais ton truc là c'est quand même vachement plus intéressant qu'apprendre bêtement les design patterns. Ouais, moi j'aime pas le site Refactoring Go, je trouve lourd à lire. Voilà. Et la source, du coup, pour ces calisthénies des objets, c'est 9 règles pour un meilleur design objet, qui est sorti dans un livre de Jeff Bay en 2009.
C'est un article de 5 pages, je crois, dans le bouquin. C'est vraiment très assez court. petit. Hein. Ah ouais, c'est un tout petit article. Ouais. Et du coup, vous avez la couverture du livre. Merci de nous avoir écoutés. On prendra les questions dehors parce que le temps est écoulé. Oui. Et vous avez ici le feedback, les slides, tout ça.